Pourquoi Monaco est aussi nul? Alors ouais, je sais, la question posée comme ça, elle est plutôt violente, ça fait plutôt mal au cœur pour les Monégasques, mais c'est une réalité. En ce moment, Monaco est bien en dessous des attentes. Monaco est une équipe qui, sur le papier, a du talent, sur le papier a des moyens, mais le papier, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est le terrain. Et sur le terrain, Monaco n'a pas autant de talent que ça. Salut tout le monde, c'est TMF, et aujourd'hui, on va se pencher sur le patient monégasque, et je dis bien patient parce que finalement, c'est un hôpital de fortune que j'essaie de dresser ici et je vais essayer de m'improviser en Dr House pour faire le diagnostic de ce patient très malade et finalement vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui permettent de comprendre la situation de l'AS Monaco, des choses qui sont plutôt évidentes, des choses sur lesquelles j'ai quand même envie de revenir même si ça vous a probablement déjà sauté aux yeux parce que je trouve que c'est l'accumulation de petites analyses intéressantes, de petits cas qui sont passionnants à décortiquer qui vont au final nous dresser un tableau global qui est assez prévisible mais qui est quand même assez intéressant à analyser et malheureusement pas forcément pour les bonnes raisons pour Monaco. Je ferai également à la fin de la vidéo une petite partie sponsorisée par Winamax pour la rencontre contre la Juve. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. C'est comme au casino, la maison est toujours gagnante, mais si vous avez envie de vous créer un compte, il y a le code promo TMF10, vous recevez 10 € en free bet lors de la création de votre compte lorsque vous le faites, et puis Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €, en plus ça aide la chaîne. Les codes sont les suivantes avec Monaco et la Juve qui sont pas si déséquilibrés que ça. Je vous mets également les pronostics les plus posés, mais trêve de projection sur ce match de Ligue des Champions, on va avant tout faire ce fameux diagnostic. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quand on parle des problèmes qui rendent l'AS Monaco actuellement nul, je le redis, il n'y a pas d'autre terme, c'est difficile de passer à côté du sujet des blessures et particulièrement de la charnière centrale. On est habitué à voir plein de clubs de Ligue 1, de Première Ligue, d'Espagne ou de je ne sais quel pays ou championnat dire que les blessés sont assez handicapants pour eux, mais il faut avouer que du côté de Monaco, on atteint un point qui est assez hallucinant. Si on fait la petite revue de l'infirmerie, on peut commencer en parlant de Mawissa. Le joueur a débuté la saison en tant que titulaire à 3 reprises, très jeune joueur de 20 ans, relativement prometteur, de belles perspectives de monter en puissance cette saison, mais depuis, il y a un enchaînement quasiment sans fin de blessures. Dès qu'il va mieux, il est testé et il rechute, et c'est le premier point qui fait que tu as de grosses déceptions du côté de Monaco. Mais si avec ça, ça irait, mais tu peux ajouter Salissou, j'en ai parlé récemment dans une news, dans le journal TMF, mais vous êtes sûrement au courant que lui, il a les ligaments croisés antérieurs, ça veut dire fin de saison, et finalement il tirait son épingle du jeu parce qu'il a fait une première partie, enfin une bonne partie de la saison en tant que titulaire. D'octobre à janvier, c'est lui qui accompagnait le plus souvent Thilo Kehrer, mais finito. Du côté d'Éric Dier, alors lui, Dier, il est arrivé au cours du mercato estival avec la promesse d'une expérience pour le relativement jeune effectif monégasque. Je l'ai trouvé relativement décevant dans le jeu, déjà, il faut le dire, mais en plus, sa présence a été assez intermittente. Vous voyez sa petite feuille de minutes de jeu. Bon, c'est délicat, hein. C'est un joueur qui était bon dans les phases de relance mais incroyablement lent et désormais victime de lésions musculaires différentes de la précédente selon la communication de l'AS Monaco, mais il sera absent quelques semaines encore, ça commence à faire beaucoup. Et puis Faes, c'est sans doute le cas le plus tragico-comique, j'ai envie de dire, parce que Monaco est bien conscient que c'est la merde en défense centrale, pour dire les choses très clairement. Du coup ils ont fait revenir ce renfort, mais le Belge lui aussi se retrouve blessé à cause d'une entorse. Alors il n'était pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, mais finalement il a joué 2 matchs et aujourd'hui tu te rends compte que tu pourras pas compter sur lui. On parle de Jordan Tedze pour accompagner Kehrer en charnière lors du match de Ligue des Champions, et en fait c'est une hécatombe. Si on regarde les défenseurs centraux de métier du côté de Monaco, t'en as 5 des centraux purs, Kehrer, Mawissa, Faes, Salissou et Dier, et t'en as 4 qui sont indisponibles. Alors ok, certains sont décevants cette saison, mais tu peux pas espérer avoir des résultats en défense centrale avec ça. Et puis il y a d'autres blessés
blessé, vous le voyez, Minamino absent depuis la fin d'année alors que c'est un joueur phare dans l'équipe normalement, même si lui aussi il marque un peu le pas de cette année. Radeki, autre joueur censé venir avec de l'expérience, censé même résoudre tes problèmes de gardien, il n'aura joué que 900 minutes cette saison. Pogba, je vais même pas en parler. Et puis Ansu Fati, il y a eu le tube qui a duré environ 4 semaines, mais il a également enchaîné les allers-retours. Donc en fait, tu as tellement de blessés du côté de l'AS Monaco, et ils sont tous tellement concentrés dans le domaine de la défense que tu peux pas mettre en place une équipe efficace, que ça te coûte énormément et que ça ne fait que commencer, parce que vous l'avez vu, dans les joueurs que je vous ai présentés, certains étaient disponibles au cours des premiers mois de la compétition, mais là, ça fait beaucoup d'absents. L'AS Monaco souffre d'un problème de buteur. C'est le deuxième grand truc qui explique la faillite de l'équipe monégasque selon moi. Je vous montre les compositions qui étaient alignées pour le match nul entre le Havre et l'AS Monaco. Une rencontre extrêmement décevante et bon... Passy a été très bon, le gardien du Havre, ça explique 2-3 choses, mais en dehors de ça, t'as quand même pas mal de symboles. Était aligné Ileni Kena et la hype est passée, je pense qu'on peut le dire, parce que Ileni Kena, faut quand même se rendre compte qu'à un moment, il était promis à un grand avenir, tu te disais qu'il allait véritablement exploser, petite feuille de la saison, 4 buts en 20 matchs, dont 2 contre Orléans en Coupe de France, on peut dire que c'est relativement décevant. Si c'était le seul, ce serait pas grave, mais Balogun, on peut également en parler, il a été acheté en provenance d'Arsenal pour 30 millions d'euros, ce qui fait de lui un investissement massif, sauf que l'américain, Balogun, ou plutôt Balogun, a déraillé, il s'est enrayé même pour poursuivre la métaphore liée à l'armement. Les stats de la saison sont cette fois un peu moins faméliques, mais tout de même, on ne peut pas se contenter de voir 8 buts en 24 rencontres. Alors, 1769 minutes de jeu, hein. Je pense qu'en fait, quand tu regardes la carrière de Balogun, tu peux regarder dans le rétroviseur du côté de Reims et te dire que tu ne reverras tout simplement plus jamais ça. Et puis en matière de hype déçu, je pense qu'on peut pas faire mieux que Mika Bierret. Bierret, la saison passée, il avait eu des moments où il avait vraiment mis beaucoup de buts, il avait impressionné. C'est sur la saison de l'année dernière, 12 buts en 16 matchs de championnat français, mais là, c'est le coup de la panne, 4 buts seulement. Et le pire, c'est que tu as essayé pas mal de systèmes du côté de l'AS Monaco, vous pouvez le voir. Alors, t'as jamais vraiment mis tes attaquants seuls en pointe. Le 4-2-3-1 comme le 3-4-2-1 apporte un gros soutien au 9. T'as eu également beaucoup de double pointe, mais là aussi, ça t'offre du soutien. Et malgré tout, ça n'a jamais suffi pour réussir à faire briller tes attaquants. On pourrait penser qu'essayer un bon vieux 4-3-3 des familles pourrait peut-être mettre un de ses attaquants dans un système qui lui convient mieux. Mais quand t'es pas bon, quand t'es soutenu, généralement t'es pas bon quand t'es seul. En plus de ça, même si l'attaquant a souvent été soutenu du côté de l'AS Monaco, il y a quand même eu des différences majeures dans l'animation et tu t'es pas toujours retrouvé avec l'obligation de cohabiter avec un mec qui serait dans ta zone. Non, on a vu des choses très différentes. J'ai même envie de dire que tu as eu 2 entraîneurs et que les 2 entraîneurs se sont retrouvés face au même constat d'échec. Et en fait, du côté de Monaco, tu as plein de neufs où tu te dis sur le papier, ça peut être des noms prometteurs. Sur le papier, tu sentais venir l'explosion, mais au final, au moment où le bal est terminé, au moment de régler les musiciens, tu te rends compte qu'avec les 4 neufs que je vous ai présentés, tu as un numéro 9 en termes de volume de but qui serait une réussite en Ligue 1. Sauf que quand ça se divise en 4 joueurs, j'ai pas besoin d'en dire plus. De manière plus générale, il faut parler de la faillite des cadres de l'AS Monaco. Aujourd'hui, il y a un homme qui concentre les critiques, c'est Kerrer. Alors Kerrer, ceux qui me suivent de très longue date le savent peut-être, ça a longtemps été un de mes chouchous, je l'ai même défendu à l'époque du Paris Saint-Germain, et pourtant Dieu sait qu'il n'y avait pas grand monde qui le défendait à cette époque. Je vais encore le défendre à Monaco. Je suis pas en train de vous dire que Kerrer a les épaules pour être le taulier de l'AS Monaco. C'est un joueur qui a 29 ans, qui serait censé être le taulier monégasque, surtout vu les absences à côté, mais qui a pas le profil pour. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire sans lui manquer de respect. C'est un mec qui est capable d'avoir des blackouts au cours de certaines rencontres. C'est un mec qui est capable de complètement passer à côté de matchs. Et je pense que c'est pour ça qu'il est autant critiqué. C'est parce que, par définition, un défenseur central t'en attend de la fiabilité et que Kerrer, il est capable de te faire 10 formidables matchs et d'être vraiment claqué au sol au cours du 11e. Une fois qu'on a dit ça, quand je parle de cadre défaillant du côté de l'AS Monaco, Kerrer, c'est pas le nom qui me choque le plus parce que sur la moyenne de ses matchs, il est plutôt au rendez-vous. C'est plutôt un défenseur central que je trouve intéressant. Le problème, c'est qu'on lui demande d'être le cadre de l'équipe, chose qu'il ne peut pas faire. Le problème, c'est qu'autour de lui, c'est le bordel, vu que tout le monde se blesse et que t'as pas une charnière constante, mais
c'est pas là où vraiment j'ai ma plus grosse sonnette d'alarme. C'est par exemple pour Zakaria. Et Zakaria, c'est l'amour déçu qui va parler, parce que moi, je me disais vraiment que c'était le joueur important dans l'entrejeu de l'AS Monaco. Il a débuté la saison, il s'est blessé, et je me disais, ok, tout le monde est en train de me parler au milieu de terrain du retour de Pogba, mais le vrai retour au milieu de terrain qui peut sauver l'AS Monaco, c'est sans aucun doute celui de Zakaria. Et c'est un joueur qui est unanimement apprécié. Autant je dis que j'ai une petite cote d'amour pour Kerrer qui me rend peut-être un peu trop indulgent à son égard, autant là c'est pas du tout le cas. Zakaria, c'est quand même un joueur qui aurait pu partir cet été pour une somme assez conséquente. Tu peux d'ailleurs te dire qu'ils auraient peut-être dû le vendre, parce qu'en fait, depuis qu'il a fait son retour, c'est raté. Enfin, il a eu des minutes de jeu. Vous le voyez, le retour de Zakaria, ça s'est fait, on va dire, au courant du mois de novembre, même s'il y a eu quelques petites sorties. Mais je trouve qu'il a un manque d'impact physique au milieu de terrain. Il fait plus les différences balles au pied. Alors, auquel le jeu passe par lui, mais c'est une bouteille d'eau relativement fade. Et défensivement, c'est pas fou non plus. Alors là où j'attendais un taulier, je me dis que finalement, on a un joueur qui est à la hauteur de son équipe, défaillant. Et puis, Golovin, est-ce qu'on peut en parler à un moment? Golovin, ça fait des années qu'il est à l'AS Monaco. On a tendance à dire qu'à Monaco, les joueurs viennent, les joueurs partent, mais lui, il est resté depuis des années. Mais en termes de niveau de jeu, j'ai tendance à l'appeler la montagne russe. Alors évidemment, il est russe, donc ça fait un jeu de mots, mais vraiment, il n'y a pas de métaphore parfaite, quoi. Et ça pourrait être un joueur français, je dirais quand même que c'est une montagne russe. Parce qu'il est capable de te sortir 3 matchs formidables et 3 matchs nuls, mais tu sais une chose avec Golovin, c'est que tu ne sais pas où il sera dans quelques mois. Tu sais une chose avec Golovin, c'est que tu ne peux pas compter sur lui sur la longueur. Et moi, ça commence à me frustrer. Alors, c'est pas un joueur qui triche au cours des rencontres, et ça, j'ai envie de lui reconnaître. C'est un joueur qui fait toujours les efforts, mais au bout d'un moment, moi, j'en attends d'être le leader technique de cette équipe, et il a jamais été capable de le faire, et j'ai une immense frustration. Et enfin, le dernier point, celui qui, avec Zakaria, est à mon goût le plus dommageable pour Monaco, c'est Akliouche. Alors Akliouche, on rappelle qu'au début du mercato estival dernier, l'AS Monaco en voulait environ 3000 milliards. Évidemment, la somme est bidon, je vous dis ça. J'ai plus en tête combien ils en attendaient, mais il y avait des sommes dingues qui circulaient entre 50 et 100 millions d'euros, et c'était plus proche des 100 millions d'euros que des 50 à certains moments. Personne n'a posé une quantité d'argent aussi phénoménale sur Akliouche, et on commence à comprendre pourquoi, parce que c'est un joueur qui, cette saison, est dans le dur de façon assez sévère, et quand je disais que j'aurais bien aimé que Golovin soit le leader technique de cette équipe, c'est pareil pour Akliouche. Akliouche, j'en attends le fait de surnager techniquement dans l'équipe, j'en attends des buts, et aujourd'hui, c'est vraiment sans commentaire. Et finalement, quand on fait un petit peu l'accumulation de tout ce qui se passe du côté de Monaco, je viens de vous présenter les cadres qui sont défaillants. Du côté de l'attaque, t'as 4000 attaquants, t'en as pas un qui fait l'affaire de manière indéniable, et du côté de la défense, t'as seulement Kerrer qui est pas blessé et qui peut dégoupiller un match sur 10, et encore je suis gentil, certains diraient un match sur 2, et à côté de ça, t'as que des blessés. Le football, pour avoir des résultats, c'est simple, faut être efficace dans les deux surfaces. Souvenez-vous de cette fameuse campagne de Ligue des Champions du Real Madrid avec, pour caricaturer, une tonne de joueurs incroyablement talentueux, mais ce qui te faisait les matchs, c'était quand même un Karim Benzema qui marchait sur l'eau et un Thibaut Courtois qui était un véritable mur. L'AS Monaco, c'est l'inverse. C'est-à-dire que t'as des problèmes défensifs, t'as des problèmes offensifs, donc t'as beau avoir du talent, au bout d'un moment, quand t'es pas à la conclusion et quand tu te trouves derrière, y a pas de recette magique. On en vient donc à ce match que je crains comme un ouf, la rencontre face à la Juventus. Donc partie sponsorisée par Winamax, je vous remontre les cotes. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code promo TMF10 lors de la création de votre compte, ça vous donne 10 € en free bet et Winamax rembourse votre premier pari s'il perd jusqu'à 100 €. C'est strictement interdit aux mineurs. Monaco n'est pas favori, malgré le fait qu'il joue à domicile, cote à 3,25, la Juve 2,10, les parieurs vont sur la Juve, mais ça reste une cote intéressante pour la Juve. Tout de même, les paris les plus posés, nous avons la Juve débute les deux équipes qui marquent, et de mon côté, je vais aller sur un pari relativement simple, résultat Juventus. Alors pourtant, Dieu sait que parier sur la Juventus en Coupe d'Europe, il faut avoir l'amour du risque, parce que franchement, je pense que dans les clubs historiques, les grands clubs, difficile de faire plus décevant au cours de ces dernières années que la Juve en Coupe d'Europe. Généralement, c'est une succession de déceptions. Mais en fait, Monaco m'apparaît comme étant tellement pas en forme en ce moment, Monaco m'a l'air d'être tellement en galère pour réussir à composer une charnière centrale viable avec sa cascade d'absents que je me dis...
Normalement, la Juve devrait le faire. Alors, on n'est jamais à l'abri d'être choqué par la Juve, hein, et un Akliouche, un Zakaria, un Golovin, comme je l'ai dit, c'est des joueurs de talent. Peut-être qu'ils vont se réveiller, mais franchement, moi je suis pas optimiste pour eux, et je me dis que ça va vraiment être compliqué pour l'AS Monaco. Donc voilà, beaucoup de problèmes pour cette équipe, et le plus inquiétant au final, question de donner le mot de la fin, c'est que je me demande bien comment ils vont résoudre ça. Parce que tous tes attaquants décevants, tu vas pas pouvoir tous les liquider en un été comme par magie et récolter 100 millions d'euros. C'est illusoire de penser ça. La fragilité physique de ta défense, au bout d'un moment, ça devient un vrai sujet où c'est pareil, ton infirmerie va pas le résoudre comme par magie. Donc curieux de voir la fin de saison. Sur ce, je vous dis à demain, salut.